Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 25 juin et à la une de cette édition. Le second tour des élections municipales se tiendra ce dimanche pour les communes n'ayant pas eu de candidats élus au premier tour. Les préparatifs ont d'ores et déjà commencé dans plusieurs bureaux de vote, à l'instar de l'école de Cavanistad à Mamoudzou. Entre distanciation sociale, chemin prédéfini pour les électeurs et lavage des mains, les mesures sont nombreuses pour garantir la sécurité de la population. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Les élèves de l'école de Cavanistad ont pu remarquer ce matin l'apparition d'étranges ronds blancs sur les sols de leur établissement. Bien loin de la marelle, ceux-ci serviront dimanche pour marquer les zones d'attente des électeurs, pour respecter la distanciation sociale et marquer le parcours entre les différents bureaux de vote où les gens devront se rendre. Dès l'arrivée des électeurs, ils seront accueillis et quand ils seront accueillis, on va vérifier leur bureau de vote auquel ils sont inscrits. Donc ils vont se mettre dans la file des électeurs auxquels ils vont s'orienter directement dans leur bureau auquel ils sont inscrits. Mais à leur arrivée, on va les orienter dans les points d'eau. Et dans les points d'eau, c'est pour aller se laver les mains avant de se mettre sur la file des électeurs. Donc on a marqué à l'entrée les numéros des bureaux de vote qui leur permet de tout de suite s'acheminer vers le bureau qui leur concerne. Des points d'eau qui sont des passages obligatoires avant de se rendre aux urnes. Pour assurer la sécurité des électeurs, près d'une cinquantaine de personnes ont été recrutées pour les encadrer au mieux et leur indiquer la bonne file à suivre pour aller vers le bon bureau. Les changements par rapport au premier tour se font ressentir à l'extérieur, mais sont aussi effectifs à l'intérieur des bureaux de vote. On a donc une salle avec une entrée et une sortie bien distinctes. À l'entrée, les électeurs sont invités à, sur des premières tables, récupérer les bulletins de vote de leur choix. Ensuite, d'aller se positionner dans l'isoloir en le contournant pour ne pas avoir à manipuler les rideaux qui ont été enlevés d'ailleurs. À la suite de l'opération dans l'isoloir, ils vont se diriger vers les urnes au niveau du président, procéder à l'expression de leur vote, puis émarger. Pour l'émargement, il est également recommandé d'apporter son propre stylo personnel afin d'avoir tout contact avec des objets qui ne seraient pas nécessaires. Et en cas de personnes n'ayant pas leur stylo, un leur sera prêté mais sera désinfecté entre chaque personne. Les électeurs se dirigeront ensuite vers la sortie de la salle et suivront le chemin jusqu'à la sortie de l'établissement. Des mesures qui permettront sûrement d'éviter de nouveaux cas de Covid durant ce second tour des élections municipales. Et municipal, toujours direction la commune de Tsingoni maintenant. L'ancien maire Ibrahim Bouanaïri est qualifié pour le second tour. Néanmoins, il se présente au sein d'un parti MDM plus divisé que jamais dans cette commune. Il peut néanmoins compter sur le soutien de Madi Abdou Liadji qui a fait le choix de le rejoindre. Une alliance afin de déloger le maire sortant qui pour lui n'a pas été à la hauteur des enjeux. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Quelle commune en France pendant 6 ans, toute une mandature, aucun appel d'offres n'a été sorti. Ça veut dire aucun travail n'a été fait. Et je le défie le maire en ce moment de nous montrer l'appel d'offres qu'il a sorti pendant 6 ans. Rien n'a été fait. Diriger une commune, il y a des besoins. Faire avancer les choses. La jeunesse est là. Il y a des choses à faire. Il n'a rien fait pendant 6 ans. 6 ans avec un déficit, je pèse mes mots, de 4 à 5 millions d'euros en ce moment, sans qu'on sache qu'est-ce qui a été fait dans la commune. Les jeunes errent dans les routes, au lieu de se retrouver dans leur foyer de jeunes pour travailler, pour endiguer la délinquance. Ils sont fermés à clé parce qu'il n'y a rien qui est mis là-dedans, même pas le courant, même rien du tout. Donc tout ça, le MC de Miréni, c'était Alissouf, à l'époque Alissouf. Ibrahim l'a fini après. Mais Ibrahim Ahmed dit, je vous garantis, rien n'a été fait. Et je pèse mes mots. Rien n'a été fait. Que des recrutements à la mairie. Et depuis le début de la crise sanitaire, les critiques ont été nombreuses contre les autorités locales. Tout et son contraire a pu être dit et chacun possède un avis sur la question. Et là, Chakrina, membre du Parti Les Républicains, s'est lui fendu d'un communiqué pour nuancer les critiques. En effet, s'il s'est souvent montré acerbe contre le gouvernement, il tient également à mettre en lumière ce qui a fonctionné, à commencer par la mobilisation de chacun. Au montage, Leslie Vumenet.
Manque de tests, manque de masques, manque de communication, réaction trop tardive. Les critiques liées à la gestion de la crise localement ont été nombreuses. Dans un communiqué, Elad Chakrina a souhaité apporter un peu de nuance, car tout n'a pas été si noir. Parmi les choses qui allaient, il faut quand même savoir qu'il y avait une communication à la télé en permanence concernant justement les mesures de sécurité à avoir. Et ça, c'est du ressort du personnel de l'ARS. Dans son ensemble, je pense ici à tout le personnel, à la directrice, au directeur adjoint, mais aussi à bien d'autres. Et d'ailleurs, on remarque que Madame Anchia Babana est également une personne qui travaille à l'ARS et qui aussi a joué un rôle dans tout cela. Mais en tout cas, je félicite tout ce personnel de l'ARS et je remarque aussi que lorsqu'on a commencé à critiquer, on a commencé à critiquer la préfecture au sujet des masques. Il se trouve que ces masques-là ont bien été distribués, puisqu'il y a eu plus de 400 000 masques commandés, et ces masques ont permis donc à la population de pouvoir s'équiper. Si Elad Chakrina a pris la parole, c'est aussi pour rappeler à certains en quoi le choix de devenir français a été bénéfique pour Mayotte. En effet, si les problèmes sont innombrables, le niveau de vie est largement supérieur à la majorité des territoires des pays de la région. Je vais juste vous rappeler quelques chiffres, puisque Mayotte est la troisième économie dans l'océan Indien. Nous sommes, les Mahorais ont un pouvoir d'achat supérieur aux Mauriciens, aux Malgaches, aux Comoriens. Nous sommes troisième après les Réunionnais et les Seychellois. Nous avons 860 $ par mois. Si on traduit ça en euros, ça nous fait 768 €. Alors, les Mauriciens, ils ont 833 $ par mois. Les Comoriens, 117 $ par mois. Les Malgaches, 43 $ par mois. Écoutez, avec justement une augmentation considérable de notre pouvoir d'achat, puisque c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, il y a eu plus de 7% de croissance. Le PIB de Mayotte, c'est-à-dire la richesse créée par Mayotte, elle est de plus de 2 milliards d'euros. Donc on voit bien qu'il y a des moyens financiers. Maintenant, la question sera de savoir comment répartir ces moyens financiers. Même si la crise n'est pas encore terminée, il faut aujourd'hui se projeter vers l'avenir. Pour Elad Chakrina, cette crise peut être un moyen de faire autrement. Vous savez très bien que l'économie nationale comme mondiale a été fortement touchée par cette épidémie. Donc ça va être l'occasion pour nous de nous réinventer sur justement de nouveaux modèles économiques. Comment avoir une économie plus verte, comment utiliser justement l'éco-énergie, comment avoir un écotourisme, comment aussi relancer efficacement le bâtiment, le BTP, le secteur du BTP qui est quand même fondamental, comment aussi nous former pour que justement on puisse avoir une production endogène, c'est-à-dire limiter les importations de produits que nous pourrons fabriquer sur place, que ce soit les produits agricoles, pour qu'il y ait une transformation justement de ces produits agricoles en produits finis, en produits en tout cas de grande quantité pour la grande distribution. Repenser le futur de l'île, voilà à quoi peut servir cette crise. En effet, certains veulent y voir un mal pour un bien. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le départ du directeur de l'IREPS ou encore 2 nouveaux décès liés au Covid-19. Au montage, Leslie Vumenet. Après plus de 17 années passées comme directeur de l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion santé, Kardouabi Azida se tourne vers d'autres horizons. Des nombreuses actions réalisées depuis sa prise de fonction, il retient notamment le réseau d'acteurs et la plateforme d'accompagnement avec le partage d'expériences au profit d'un territoire en pleine évolution. Il met également en avant les projets et dispositifs innovants qui ont pu être montés grâce à un travail collectif au profit de la population. Le directeur cite les progrès en matière de santé sexuelle avec la lutte contre les IST, les forums nutrition, le plan santé jeune, les forums petite enfance, les ateliers d'éducation nutritionnelle, la prévention des addictions, la promotion de lavage des mains, la restauration scolaire, les classes du goût, les jardins potagers, la santé communautaire ou la Mayana santé. La liste est longue mais non exhaustive. Si Kardouabi passe le flambeau, nul doute qu'il sera très regretté. Depuis hier, 2 nouveaux décès sont à déplorer sur le département. Une personne âgée de 51 ans hospitalisée au CHM en réanimation depuis début juin et un jeune patient de 18 ans évacué récemment au CHU de La Réunion suite à une affection de longue durée. Le nombre total de décès liés au coronavirus à Mayotte se porte donc à 34 à présent.
À l'heure où bien des personnes ont envie de passer à autre chose et de partir en vacances, l'ARS rappelle que la maladie tue et que plusieurs personnes atteintes du virus restent hospitalisées et en réanimation à Mayotte. Il convient donc de continuer à se laver souvent les mains, porter un masque, garder des distances avec les voisins, les amis et les collègues. Concernant le dépistage, dans le cadre d'un futur déplacement hors du territoire, contactez un médecin libéral pour la réalisation d'un prélèvement. Dans l'attente du résultat, il faut limiter au maximum les contacts avec votre entourage, porter un masque et vous isoler à domicile. Une fois n'est pas coutume, les agents du parc naturel marin de Mayotte ont une nouvelle fois été amenés à sanctionner des braconniers qui ne respectaient pas la réglementation dans le lagon. Les 2 premiers, pêchant le poulpe en action de nage avec une pique en fer, ont été interceptés alors qu'ils levaient rapidement l'ancre à la vue du navire du parc. 2 autres ont été interceptés avec 47 poissons de récif fléchés. La sanction a été immédiate puisque les 2 embarcations et leurs moteurs ont été confisqués avec l'ensemble du matériel de pêche. La réglementation en vigueur à Mayotte vise à protéger les espèces rares, fragiles, menacées, en voie de disparition ou ayant un rôle particulier dans nos écosystèmes. La pêche sous-marine avec ou sans fusil harpon est par exemple interdite dans le lagon. Pour rappel, le nombre de captures de poissons est pour sa part limité afin d'assurer la durabilité de cette ressource. En effet, si chacun pêche 50 poissons chaque jour, le lagon sera bientôt vide. À Mayotte, comme sur l'ensemble du territoire national, les acteurs du tourisme sont très inquiets. Néanmoins, pour ceux qui vont se rendre dans la capitale, à Paris, bonne nouvelle, après 104 jours de fermeture, la Dame de Fer réouvre ses portes. Avec l'absence des touristes étrangers, près de 4000 visiteurs sont attendus contre 25 000 en temps normal. À cause du coronavirus, la réouverture a lieu dans des conditions particulières. Le port de masque est obligatoire et seuls les 2 premiers étages de la Tour Eiffel sont accessibles à pied seulement. Alors qu'en pensent les premiers visiteurs? Élément de réponse avec nos confrères de TF1. Enfin, la Dame de Fer s'est réveillée après 104 jours de sommeil. 3 mois de fermeture, une première en temps de paix. Et c'est sous les yeux des caméras du monde entier que les premiers touristes ont pu franchir les guichets. On est super contents, tous. Les équipes sont, pardonnez-moi l'expression, mais au taquet pour accueillir les visiteurs. Oui, en fait, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc on s'est dit que c'était l'occasion et il n'y aurait jamais si peu de monde qu'aujourd'hui, donc on en profite. Une réouverture, mais dans des conditions particulières. Masque obligatoire et seuls les 2 premiers étages sont accessibles, à pied seulement. Les escaliers, c'est pas l'Everest. Les gens se font toute une histoire parce qu'ils se disent « voilà, j'y arriverai jamais ». En fait, si vous y allez tranquillement, vous pouvez mettre entre 15 minutes et 30 minutes. 674 marches à gravir. Ah, super! Bienvenue, madame. Bravo, prenez votre temps, on n'est pas pressé. Ça n'a pas été trop dur. Pas très dur. Non, je m'attendais à pire. Et finalement, ça se fait facilement. C'est un symbole très très fort pour la France parce que je pense que toutes les choses qui ouvrent, c'est un peu une victoire. On a l'impression qu'on se rapproche plus à peu de la vie habituelle. En temps normal, la Dame de Fer accueille 25 000 visiteurs par jour. Avec l'absence de touristes étrangers, on n'en attend que 4 000. Ce n'est que le 1er juillet qu'un des ascenseurs fonctionnera et le 15 que l'on pourra retrouver son sommet avec cette extraordinaire vue de Paris à 300 mètres de haut. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Comme chaque soir, cette semaine, nous accueillons Anne-Constance Anguena, la présentatrice de l'émission L'heure politique diffusée sur Kwesi. Anne-Constance, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors ce soir, on va partir dans un premier temps du côté de Sada. On a une triangulaire à Sada avec un premier tour où les divisions, notamment au sein du parti Les Républicains, ont beaucoup fait parler. Qu'en est-il du paysage politique à l'issue de ce premier tour? Ces divisions au sein des LR ont profité à la maire sortante, qui elle-même est LR, comme elle aime à le dire, à jour de cotisation, ce qui n'est pas le cas des autres protagonistes LR de la commune de Sada. Donc écoutez, tant mieux, je dirais tant mieux pour elle si les divisions peuvent lui servir. En tout état de cause, il reste quand même pas mal d'incertitudes sur le report des voix du candidat LR investi, puisque
n'est pas un cafouillage près à Sada. Le président de la section LR de la commune a soutenu un candidat, en l'occurrence Soula Saïd Soufou, pendant que le tête de liste, lui, en soutenait un autre. Donc évidemment, c'est très confus et les électeurs n'aimant pas ça du tout, forcément, ils vont vers celui qui a une ligne un peu plus droite, en l'occurrence la maire sortante. Maintenant, voilà, elle est aussi secouée par ces deux challengers qui, et c'est normal, on le voit dans toutes les communes, auraient voulu que ça aille plus vite, auraient voulu qu'on fasse plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Donc ça sera l'occasion de parler développement parce qu'il y a aussi des enjeux. Il y a un front de mer magnifique à aménager. Il y a une station d'épuration qui n'est pas branchée. Alors certes, c'est pas la responsabilité du maire, mais en même temps, ça occasionne un certain nombre de difficultés aux habitants de la commune. Et puis comme ça, on passera en revue les différents sujets qui passionnent les habitants de la commune. Vous l'avez dit, effectivement, il y a 2 challengers avec des scores au premier tour qui, effectivement, rendent ce second tour extrêmement imprévisible. Oui. Vous venez de le rappeler, parce qu'on a vraiment le sentiment que les jeux sont ouverts dans cette commune. Oui, les jeux sont ouverts parce qu'on parlait des alliances LR, mais il n'y a pas eu que les alliances LR. Il y a 2 listes qui étaient qualifiées à l'issue du premier tour qui se sont regroupées. Leur alliance les place en tête et cette liste aujourd'hui est conduite par Saïd Soufou. Et effectivement, pour lui, c'est aussi une bonne opportunité. Donc c'est le challenger qui a aussi des choses à dire puisqu'il est DGS dans une commune. Donc il a aussi du savoir-faire en matière de pilotage de projet. Et puis la maire sortante qui sait évidemment comment on fait pour piloter un projet. Donc ça promet un beau débat dans une demi-heure. Et puis en même temps, dans les urnes, ça risque aussi d'être vraiment intéressant ce qui va se passer à Sada. Un dernier mot sur Sada, il y a aussi forcément l'intercommunalité du centre, là aussi des enjeux importants. Oui. Il y aura forcément la tête de l'interco qui va prendre la présidence, ça va aussi être un enjeu. Là aussi, cette interco est dans une dynamique, ça va être vraiment à scruter de très près à l'issue de ce second tour. Alors la dynamique de l'interco 3CO, elle va être à scruter. Moi, ce que j'entends dans les différentes communes de cette interco qui ont finalement une bonne expérience déjà maintenant du fonctionnement en interco, c'est pas tant le poste de président dont il parle, mais plutôt les dossiers dont devrait s'occuper l'interco et pour lequel elle n'a pas encore pris pleinement toutes les responsabilités. Je pense notamment, s'agissant de Sada, puisqu'on parle de Sada, du développement économique. Les 3 candidats attendent beaucoup de la prochaine mandature sur ce thème. Et effectivement, le développement économique est une compétence transférée aux intercos. Donc les luttes de pouvoir entre les communes au sein du futur conseil communautaire, comme on le voit en métropole, vont devenir, je pense, pour le prochain mandat à 3CO, en tout cas, une réalité. Rapidement, on part du côté de Bandrélé où là, oui. On a un duel. Alors, on a un duel entre le maire sortant, Ali Moussa Ben Moussa, et puis Zamimou Ahmadi, donc qui est LR. Alors là encore, une division LR qui pourrait faire perdre la commune, ou en tout cas faire perdre la candidate LR, puisque au premier tour, ils étaient 3. Ils se sont qualifiés tous les 3 au second tour. Le LR qui est arrivé en seconde place s'est retiré, mais n'a pas donné de consigne de vote. Donc dans ces cas-là, est-ce que le maire sortant est plutôt favorisé ou est-ce que les électeurs LR vont plutôt se diriger naturellement vers la candidate visiblement, en tout cas à Bandrélé, le jeu est ouvert puisque certains des colistiers ont rejoint Zamimou Ahmadi, mais d'autres sont aussi partis travailler avec le maire sortant. Donc le jeu des reports de voix, là, pour le coup, ne répond à aucune logique arithmétique, mais vraiment aux engagements et au travail de terrain. Donc le jeu est vraiment très ouvert. Les enjeux dans cette commune du Sud? Une croissance de population très élevée, plus 30% entre les 2 recensements, donc des défis permanents. Quand on a fini de construire des écoles, il faut en construire d'autres puisqu'il y a beaucoup de naissances. Donc ça, c'est un premier des défis de la commune avec un village en grande difficulté à Moureaux, 81% de cases en tôle, notamment un village de cases en tôle qui est sur la plage. À partir du moment où la mairie des cases, les cases
façon reconstruite automatiquement. Donc c'est assez difficile également pour la commune. Et puis une grosse envie de développement économique, mais la voisine tout aussi charmante, Chirongui, a une longueur d'avance puisqu'elle a déjà initié sa zone d'aménagement concerté et donc forcément, comme on le disait tout à l'heure pour 3CO, ça promet de nouvelles joutes verbales et combats politiques durs au sein de l'intercommunalité pour que chacun puisse faire valoir ses envies et son besoin de développement. Les habitants de Bandrélé ont aussi besoin d'avoir du travail. Et aussi, effectivement, c'est une commune qui mise beaucoup sur la mer, on le sait. Sur les plages, c'est aussi quelque chose d'important dans les deux programmes. Oui, dans les deux programmes, les plages seront aménagées. C'est un moyen de lutte contre l'insécurité, c'est un moyen de lutte contre l'installation des cases en tôle. Et donc, après, chaque programme est un peu différent. Certains, c'est aménager avec des restaurants, d'autres, c'est créer des bases nautiques. Dans tous les cas, c'est à la fois répondre aux besoins locaux de se divertir, mais aussi d'attirer des touristes. On terminera cette soirée de débat politique avec Koungou, non loin d'ici. Alors là, on a une quadrangulaire avec effectivement ce duel attendu entre le maire sortant et Raous, l'ancien maire de la commune, avec aussi deux autres candidats qui sont des challengers qui semblent avoir aussi leur chance. Alors voilà, il y a encore une fois les LR divisés. Décidément, ce soir, c'est une soirée de communes LR divisées puisque on a Touafati Ali qui est LR dissidente et qui est arrivée devant la LR investie. La LR qui est investie, elle s'est rapprochée d'un autre candidat pour créer une alliance finalement qui sur le papier en termes de chiffres est supérieure au maire sortant et puis à Raos. Mais Touafati Ali est candidate et maintient son envie d'en découdre avec finalement moins de chances que les autres protagonistes et comme dans les autres villes, faisant courir le risque pour sa famille politique de ne pas gagner, alors que s'ils s'étaient tous entendus, ils avaient une plus grande chance de gagner la commune. Le troisième tour sera sûrement très intéressant dans cette commune parce que ça risque d'être effectivement très serré. Forcément, on sort avec la majorité des voix et puis ensuite on sait comment ça se passe. L'élection d'un maire, ce sont des conseillers municipaux qui votent et quand on fait partie d'une liste minoritaire, on a un peu tendance à laisser partir ses conseillers vers le plus offrant et donc du coup celui qui sort en tête des urnes n'est pas forcément celui qui prendra la tête de la commune. Koungou, seconde commune en termes d'habitants, de nombreux atouts, mais aussi de nombreuses problématiques à régler dans les prochaines années. Oui, l'insécurité, je crois que il n'y a pas besoin de le détailler. Les villages s'enflamment. Derrière l'insécurité, pour les quatre protagonistes, il y a la jeunesse désœuvrée, il y a les villages entiers clandestins, illégaux en tout cas, puisqu'il n'y a pas que des personnes en situation irrégulière qui vivent dans ces quartiers, mais en tout cas les villages sont illégaux, avec une appropriation de plus en plus grande des terres qui permettrait de créer les poches pour construire et réaménager. Donc une situation qui est de plus en plus difficile avec des envies d'aménager par exemple le front de mer, mais l'eau avoisinant Koungou est parmi celles les plus polluées de Mayotte. Donc c'est un peu compliqué d'imaginer un développement touristique. Et puis de l'autre côté, c'est aussi une commune qui a un double visage. Il y a des gens très riches également à Koungou et ça sera aussi intéressant de savoir ce que les candidats vont proposer à ces électeurs-là qui accessoirement payent des impôts et qui ont peut-être aussi des attentes et des besoins. Et je sais que dans les 4 programmes, aucun des 4, en tout cas, n'a oublié ces électeurs-là aussi. Problématique, effectivement, vous l'avez dit, autour de l'urbanisation et une jeunesse aussi dont il va falloir s'occuper rapidement. Une jeunesse dont il va falloir s'occuper rapidement, des jeunes gens à qui il va falloir donner des perspectives. Comme le dit Touafati Ali, il va falloir aussi pouvoir très vite séparer ceux qui n'ont pas encore basculé dans la délinquance des autres pour pouvoir, comme elle le dit, rattraper ce qui est rattrapable et permettre effectivement de limiter les dégâts puisqu'il y a toute une frange de population qui sera difficilement rattrapable au dire des 4 candidats. Merci beaucoup Anne-Constance. On Merci, vous retrouve Pierre. dans quelques minutes puisque vous êtes en direct dès 19h30. On commence avec Sada, une soirée de débat qui s'annonce passionnante. Ne restez bien avec nous, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Coésie. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Restez bien avec nous, excellente soirée sur Coésie.